Bonjour à toutes et tous. On m'a déjà présenté Roliolal, rédacteur en chef de Newstank Cities. Donc j'aurai le plaisir d'animer cette séquence, une séquence intitulée « À quelles conditions le logement pourrait-il être un sujet transpartisan ?» Sujet ô combien important qui s'inscrit dans un contexte politique marqué par les interrogations autour de la possibilité d'obtenir une majorité pour gouverner et a fortiori une majorité pour le logement. Pour en discuter, j'appelle à me rejoindre donc sur scène Lionel Causse, député Ensemble pour la République de la 2e circonscription des Landes, donc élu depuis le mois de juin 2017, réélu en juillet dernier, président sortant du Conseil national de l'habitat. D'ailleurs, peut-être que vous êtes candidat ou pas à votre réélection, peut-être que vous nous en direz un mot. Iñaki Echaniz, donc député PS de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui vient en voisin secrétaire national du logement et à la qualité de l'habitat du Parti socialiste, et également auteur d'une proposition de loi avec Anaïg Lemeur visant à mieux encadrer les meublés de tourisme. Bonjour messieurs les députés, installez-vous. Alors, je ne vais pas vous rappeler l'ensemble des chiffres que tout le monde connaît, mais on a eu les derniers chiffres du ministère du Logement qui sont tombés donc, hier, je crois. Rappelez quand même que les autorisations sont en chute de 12,1% à fin juillet sur un an. Les mises en chantier en chute de 20%. Le poids du logement dans les revenus des ménages qui ne cesse de s'alourdir. Rappelez également la hausse continue du nombre de demandeurs de logements sociaux. On l'a dit, 2,6 millions fin 2023 et corrélativement la baisse du nombre d'agréments. Alors, à moins de 85 000, j'avais un peu les mêmes chiffres que Henri tout à l'heure, versus 116 000 agréments en 2017. Ainsi que donc le doublement des prix au mètre carré des terrains à bâtir en France entre 2006 et 2019. Voilà. On voit ce contexte, on voit le contexte politique. Alors dans ce contexte, comment faire pour répondre aux besoins des ménages dans un secteur, le logement, ça a été rappelé, qui a connu 5 ministres délégués en 7 ans, dont 3 en 2 ans. Donc je voudrais débuter avec une question qui s'adresse à vous deux, messieurs, sur le ton, l'esprit de liberté de ton qui anime les entretiens d'Incoseta. On l'a vu, donc, le logement a fait partie, à l'occasion des élections législatives 2024, à peu près des programmes politiques de toutes les forces politiques en présence, vraiment de la gauche à la droite jusqu'au RN. Pensez-vous intéressant, pensez-vous souhaitable, utile et surtout possible d'effectuer un travail transpartisan sur cette question du logement, et si oui, sur quel sujet et à quelles conditions? Peut-être Lionel Causse, si vous voulez commencer. Très bien, écoutez, bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver depuis l'an passé. Voilà, c'est un moment de la rentrée un peu pour tout le monde. J'espère aussi rentrée parlementaire prochainement. On verra ça dès que la fumée blanche sortira. Et en tout cas, tout ce qui a été dit auparavant, avec tous les interlocuteurs et surtout la différence d'intérêt qu'il peut y avoir dans tous les interlocuteurs que vous avez depuis ce matin, montre bien qu'à tous les niveaux, nous devons avoir une approche transpartisane des enjeux de logement, puisque ça concerne tout le monde. Ça concerne les Françaises et les Français. Et au-delà des professionnels que vous avez vus juste avant nous, même nous, élus, nous sommes énormément interpellés. Ça fait longtemps que le sujet du logement nous interpelle. Avant d'être député, j'étais maire, c'était tous les jours. Ça défilait dans mon bureau à la mairie de Saint-Martin-de-Seignan, pas très très loin d'ici, pour me demander des logements. Alors député, on en reçoit un petit peu moins, mais en tout cas, on fait le lien énormément avec les élus locaux et éventuellement les départements ou les bailleurs sociaux pour essayer d'apporter des réponses au logement. Donc ce sujet-là, il est ancien. Il est en situation, comme me disait tout à l'heure Marianne, je crois, la situation s'aggrave. Moi, j'utilise le mot crise parce que j'en ai pas d'autre particulier à utiliser. C'est peut-être pas le plus approprié. Ça fait longtemps qu'on parle de crise. On est sur une crise qui existe depuis longtemps, avec une particularité, c'est qu'auparavant, elle existait sur certains segments du logement. Aujourd'hui, elle est générale. Et c'est la première fois, je pense, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on a une crise qui touche la totalité du secteur du logement. Et je pense que ça, on le partage. On le partage avec tous mes collègues de l'Assemblée nationale, bien entendu, puisque quand on sort d'une campagne, quand on en fait régulièrement, plus que prévu, c'est vrai que c'est un sujet qui nous remonte et qui nous revient régulièrement.
Et bien entendu, on l'a vu que tous les groupes politiques, quels qu'ils soient, ont abordé ce sujet, en tout cas comme un sujet à travailler. Alors oui, nous devons travailler de façon transpartisane aussi au sein des parlementaires, des députés, je vois aussi les sénateurs qui sont là, Madame la sénatrice. Et c'est quelque chose que l'on fait déjà depuis longtemps. Parce qu'il existe déjà depuis longtemps à l'Assemblée nationale des groupes d'études transpartisans qui permettent sur des thématiques de pouvoir auditionner, faire des propositions, faire des rapports et éventuellement enrichir les projets de loi. Il y avait un groupe d'études logement qui existait jusqu'en juillet dernier, qui était présidé par Guillaume Martinet, donc député du groupe LFI, qui n'a pas été réélu, auquel je participais, alors qui était plus effectivement sur l'insalubrité de logement, sur un sujet plus sociaux du logement, mais qui avait le mérite en tout cas de porter des choses. On l'a eu fait l'an passé, dans le cadre du PLF. J'avais déposé des amendements identiques à ceux de Stéphane Peu, certainement aussi d'Iñaki, sur la RLS, la suppression, qui ont été votés en commission, mais qui derrière, malheureusement, n'ont pas passé le filtre du 49.3. Donc voilà, on a des sujets sur lesquels on peut partager, sur lesquels on travaille pour essayer d'avancer collectivement. Donc oui, le sujet du logement est un sujet transpartisan, ce qui ne veut pas dire qu'on partage tout. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on peut trouver des accords et on peut essayer d'avancer. Alors, est-ce qu'il faut, pour essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin, dans votre question, vous en avez parlé, est-ce qu'il faut avoir des thématiques ou est-ce qu'il faut avoir une vision globale? À titre personnel, bien sûr qu'il faut avoir des thématiques, mais il faudrait surtout avoir une vision globale transpartisane. Parce qu'aujourd'hui, vous avez envoyé, je l'ai appris là, 11 PPL déposés sur le logement, c'est bien et c'est presque dramatique, voire triste. 11 textes qui Parce reviennent. que l'objectif, c'est pas de déposer des PPL pour les TPL, c'est savoir ce qu'on veut faire au final. Et tant qu'on n'arrivera pas... Parce que nous, en tant que législateurs, c'est définir une politique nationale. Bien sûr, qu'on tient compte de tout ce qui a été dit sur les enjeux locaux, mais on doit définir une politique nationale, on doit dire ce que l'on veut faire, là où on veut que l'État soit présent, quelles sont les politiques publiques que l'on veut mener. Et ces politiques publiques, elles doivent s'appuyer d'abord sur un enjeu essentiel qui a été évoqué ce matin, c'est tout ce qui concerne la cohésion sociale sur nos territoires. Moi, je suis très attentif à ça, je suis un passionné d'aménagement du territoire, en tant qu'ancien élu local, et c'est vrai que je suis très préoccupé par ces sujets-là. Donc déjà, il faudrait qu'on arrive à avoir, et je soutiens la démarche qui avait été proposée par des sénatrices, puisque c'était ces sénatrices qui avaient travaillé ce sujet de logement avec Dominique Estrosi-Sassone, d'une loi de programmation sur le logement, ce qui nous aurait permis de pouvoir donner un cap, parce qu'on l'a bien vu, aujourd'hui, on n'a pas de cap, on n'a pas d'objectif. Et surtout, ça nous permettrait de crever l'abcès. Parce que quand vous avez des acteurs du logement, Fondation Abbé Pierre qui a été dit, le Conseil national de l'habitat dans son rapport, qui définit des besoins en termes de logement, en construction ou remise sur le marché de logement à quasiment 500 000 logements. 400 000 pour les nouveaux besoins, 100 000 pour rattraper le retard des années passées. Quand vous avez des ministères ou d'autres secteurs qui nous disent qu'on a besoin que de 200, 250 000, on ne peut pas définir une politique nationale tant qu'on ne se sera pas mis d'accord déjà sur ce que l'on veut faire à moyen et à long terme. Moi, j'ai essayé de me battre là-dessus depuis un moment. Je le dis parce qu'il faut qu'on arrive à partager ce que l'on veut faire, parce que sinon, nos lois vont répondre à certains enjeux, mais ne répondront pas à un besoin national et en tout cas ne pourront peut-être pas, ce qui serait la pire des choses, s'appliquer à l'ensemble des enjeux que nous avons sur l'ensemble de nos territoires. Je vais prendre l'exemple qui a été évoqué, la loi SRU. Position du CNH sur le projet de loi du ministre démissionnaire a été connue, puisqu'elle était négative. On voit bien que chaque fois qu'on aborde des sujets d'ailleurs de logement social, que ce soit ça et le renouvellement de la RLS l'automne dernier, le CNH a émis des avis négatifs. On voit bien que c'est un sujet très très sensible. Je ne vais pas cacher mon point de vue sur ce sujet-là. Par contre, je voudrais vraiment qu'on arrive à avancer, et je me tourne vers un collègue, mais je pense qu'Iñaki, qui connaît bien aussi ce territoire, le saura. On parle souvent du Pays Basque. Moi, à Paris, on parle souvent du Pays Basque. Tant mieux, c'est très bien. Sur les enjeux de logement, il y a Jean-René Chegaray, il y a Jean-Jacques Lasserre, c'est vrai qu'ils portent ces sujets-là, et on connaît les problématiques du Pays Basque. On connaît les enjeux de la loi SRU depuis les années 2000. On sait qu'ici, il est compliqué de la faire respecter. On dit que ce territoire est en tension forte
pour ne pas dire des enjeux de crise très durs. Mais imaginez-moi sur mon territoire du sud des Landes, où je n'ai pas la loi SRU, où j'ai des communes de nantis. J'ai un littoral aujourd'hui où il n'y a pas un seul logement pour les gens qui travaillent sur ce territoire. J'ai été il y a 2 mois avec certains d'entre vous ici, avec des chefs d'entreprise de mon territoire pour parler de logement. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Qu'aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de logistique, beaucoup de services, et beaucoup sur la restauration et l'hôtellerie, ils me disent le seul endroit où ils arrivent à loger ces salariés, c'est Bayonne et Dax. Imaginez, pour ces gens qui sont souvent au SMIC ou un petit peu plus au SMIC, venir travailler sur le littoral landais, ne pouvant pas se loger sur le littoral landais. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadre national, parce que la loi SRU s'est adaptée aux enjeux de cohésion sociale des territoires des années 2000, mais elle ne s'adapte plus aux enjeux de cohésion des territoires des années 2024. Et notre France a changé. Nous avons 4 millions de Français qui ont envie d'aller vivre sur nos littoraux. Nous n'allons pas pouvoir tous les accueillir. Je ne sais pas combien viendront sur les littoraux français, peut-être 1 million. Mais il ne faudrait pas que ce choix-là se fasse uniquement sur les enjeux de pouvoir d'achat et pas sur les enjeux de cohésion sociale. Alors, vous aviez évoqué le chiffre de 250 000, le chiffre de 500 000. On va le nommer, ça a été nommé tout à l'heure dans la table ronde. Bercy, la question de Bercy se pose souvent dans la question de la politique du logement. Et évidemment, à majorité réduite, une espèce de chambre d'enregistrement parfois de critiques à l'endroit de l'Assemblée nationale sur ces sujets. Est-ce que là, par exemple, il va y avoir des sujets qui vont se poser, la question du logement social, la ponction de RLS de 1,3 milliard, etc. La question du financement, pour aller plus précisément sur le FNAP, par exemple, Action Logement qui se retire du FNAP en 2025. La question de la relance de la production, on a entendu parler du Pinel tout à l'heure. Est-ce que là, vous avez des éléments de consensus aujourd'hui et peut-être de force politique que vous allez pouvoir mettre en œuvre sur ces sujets un peu concrets, justement? Vous disiez avancer au niveau national. J'espère que la situation actuelle, et je pense qu'on partagera avec Iñaki, nous permettra, même si elle est compliquée, qu'elle est difficile, qu'en tout cas les votes que nous aurons en commission et peut-être en séance nous permettront peut-être d'acter des décisions et des choix des parlementaires. Quand je parlais de la RLS, c'est un exemple, il y en a eu d'autres, d'ailleurs sur le PLF pour 2024, des amendements qui ont été validés par les parlementaires. J'espère que le futur gouvernement tiendra en compte effectivement des choix des parlementaires et de ce que les parlementaires auront voté. Alors, donc il y a un point de convergence sur la RLS, vous dites. Mais après, il faut rester humble. La situation, elle est tellement compliquée que je ne sais pas, il y a plein de propositions qui ont été faites partout. Il y a eu le CNR, il y a le CNH, il y a des missions, il y a des trucs. Il faudra voir ce qu'il faudra sortir. Mais il ne faut pas faire croire qu'on va pouvoir, d'un coup de baguette magique, relancer et répondre à tout. Moi, je suis d'accord à ce que dit le président de la FNIM, Louis Quentin, je le défends aussi. Il faut avoir une vision globale du logement. C'est pour ça que j'essaie tout à l'heure de dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et chaque fois qu'on tire une ficelle, il y a plein de choses qui arrivent. Donc c'est pour ça que la vision globale, elle est importante. Et on a besoin, si on veut, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis convaincu, c'est que si on veut développer de l'habitat sur un territoire au sens large, c'est-à-dire toutes les notions d'habitat, nous avons besoin de tout le monde. Après, sur chaque territoire, le pourcentage n'est pas le même. Peut-être pas besoin de même nombre de logements sociaux à Bayonne qu'à Tarbes, où on sait qu'il y a moins de différence entre le libre et le social, etc., etc. En tout cas, nous avons besoin d'avoir du social, du libre, de l'accession, d'avoir une dynamique globale, parce que de toute façon, une politique sur le moyen et le long terme nécessitera l'intervention de tout le monde et de tous les acteurs. Sinon, on va se faire plaisir à dire, allez, on va faire une grosse année sur le logement social. Je suis favorable, bien sûr, je le souhaite qu'on le fasse. Mais on ne peut pas se contenter que de ça. Il va falloir qu'on ait une vision globale et qu'on trouve comment on peut articuler tous les acteurs pour que la dynamique elle soit globale. On sait très bien que le marché libre vient aussi aider à sortir du logement social et vice-versa. Voilà. Merci Iñaki et Chanil. Alors vous aviez porté notamment une proposition de loi pour remédier aux déséquilibres territoriaux, pour encadrer les meublés de tourisme, sujet assez présent, qui était au bord de CMP, puis bam, dissolution. Donc peut-être est-ce que vous avez quelques informations sur le devenir de ce texte? Et plus largement, vous étiez dans une coalition, donc le NFP, qui demandait une grande loi logement. Alors vous avez vos propres propositions, bien sûr. On voit aussi que de l'autre côté, sur l'autre côté
côté de l'échiquier, par exemple, LR proposait de revenir sur le calendrier, sur le DPE, c'est-à-dire un peu dans cet esprit de libérer les propriétaires de leurs contraintes. Le RN avait un petit peu cette logique-là aussi. Renaissance, on voyait, c'était beaucoup de rénovation, un peu de logement des jeunes. Quels sont les points de convergence vers lesquels vous pourriez aller ? Bien, Egunon Deneri, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là pour cette 3e édition à laquelle je participe des entretiens d'Inchoseta, et je remercie Jean-Luc Béraud pour l'invitation. Effectivement, une édition particulière où, si les 2 précédentes, on a connu 2 ministres différents, celle-ci ne voit pas de ministre présent. Alors pour une boutade, quelqu'un a dit tout à l'heure que le futur ministre était peut-être sous cette bâche. Je note que depuis ce matin, Lionel a reçu beaucoup d'appels et moi pas beaucoup. Donc ça peut peut-être vous donner une idée de ce qui va arriver. Non, pour compléter, Iñaki, quand je suis revenu, il m'a dit ils ont parlé du futur ministre. Je lui ai dit écoute, j'étais pas là, donc ça te concerne. Mais surtout, n'y voyez pas le fait que je déjeune mercredi prochain avec le président de la République, quoi que ce soit. Voilà, je vais pas rajouter de la panique à la panique. Bon, quelques indications. Non, tout ça pour dire que j'ai assez peu de divergence avec ce que vient de dire Lionel ces dernières minutes, et dire aussi, et ça fera plaisir au président du département Jean-Jacques Lasserre, que ces 2 dernières années, j'ai été, et ça m'a plutôt réussi si je suis encore là aujourd'hui, un féroce opposant à la politique menée par l'ex-majorité de Lionel et du président de la République. Mais s'il y avait bien un sujet sur lequel on a été en capacité de travailler ensemble et d'essayer de mettre sur la table des sujets transpartisans et de faire évoluer les choses à notre échelle, ça a bien été le sujet du logement, où on a essayé, du moins, parce que réussi, on ne serait pas là avec le bilan et le constat qui a été fait par nos prédécesseurs, à faire avancer certaines choses. On a, Lionel l'a dit, espéré, attendu pendant très longtemps le grand soir du logement, avec cette fameuse grande loi logement qui n'est jamais arrivée malgré le CNR. Et j'étais parmi ceux qui étaient assez critiques sur ces nouveaux conseils mis en place par Emmanuel Macron. Mais celui-ci, il avait une saveur particulière, à la fois par les têtes qui le dirigeaient, Madame Bédag et Christophe Robert, avec la qualité du rendu qui a été fait et l'espoir que ça a soulevé. Et en fait, l'espoir a fait pchit assez vite au moment du rendu. Et donc, on a pris nos responsabilités en tant que parlementaires. Au lieu d'avoir justement cette grande loi de programmation qui traitait le logement dans son ensemble, effectivement, on est arrivé à faire des petits textes, parce qu'en tant que parlementaire, on ne peut pas faire de grands textes en termes financiers, en termes techniques, en termes d'accompagnement de la part des services de l'administration. Donc, on s'est, les uns et les autres, attelés à la tâche de faire des petits textes pour faire avancer un certain nombre de sujets, d'où les 11 PPL qui ont été mises sur la table, dont certaines ont abouti. Je pense notamment à celle sur la rénovation des copropriétés dégradées, qui a été justement à l'image de ce travail transpartisan, avec à la fois Mathieu Hanotin, Michel Lutz, avec des parlementaires de groupes différents qui ont été associés et avec qui on a tous bossé ensemble pour faire aboutir ce texte. Et à titre personnel, il y a eu effectivement le texte sur la régulation des meublés de tourisme, qui a été un travail de longue haleine et qui était un besoin pour les territoires, les différents territoires, avec des sensibilités différentes, des maires de droite, des maires de gauche, des maires sans étiquette, qui nous appelaient à l'aide et qui nous demandaient d'agir enfin. Donc on a poussé ce texte, ça a été parfois difficile, on s'est confronté à des grandes difficultés, notamment de la part de ceux qui ne voulaient pas de bouger, qui avaient des intérêts économiques sur la fiscalité notamment. Sur la fiscalité notamment, et j'y reviendrai ensuite. Mais c'était un sujet tellement prégnant dans les territoires. Et je fais encore une fois écho à ce que dit Lionel. Vous voyez, il y a vraiment pas de différence dans ce qu'on dit. On m'a souvent parlé, moi quand je parlais de ce sujet-là, du Pays Basque. Mon nom n'a pas aidé, mais effectivement, le Pays Basque est la face la plus visible de l'iceberg. Mais ce sujet-là des meublés de tourisme touche aujourd'hui l'ensemble des territoires. Et je faisais notamment référence à un territoire qui est aussi sur ma circonscription, celui de la Vallée d'Aspe, et je salue Henri Bellegarde, maire de Bedouce, ici présent, qui mène une vraie bataille sur la question du logement, y compris dans les territoires qu'on peut dire diagonale du vide ou sous-dense. Ce sujet est arrivé comme une vague dévastatrice des efforts qui ont été faits par les élus locaux ces dernières années. Donc on a réussi à mener ce travail transpartisan, à la fois
au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi interchambre avec nos collègues sénateurs, dont je salue la présidente de Viviane Artigalas, qui a aussi œuvré sur ce texte au Sénat. Donc ce texte a été voté dans les deux chambres et il bénéficiait, s'il y a bien une chose positive que je peux dire sur Guillaume Kasbarian, c'est qu'il a été accompagnant dans ce sujet, on a réussi à le convaincre et il nous a accompagnés, il nous a permis d'avoir la procédure accélérée et donc la possibilité d'avoir une commission mixte paritaire dès la première lecture. Effectivement, la dissolution est arrivée une semaine avant la réunion de cette fameuse CMP. Après 2 ans et demi de rebondissement, il fallait bien le grand soir de cette PPL. Mais nous avons l'assurance, enfin je l'espère, en tout cas c'est ce que m'ont dit les différents parties prenantes de ce texte et des forces politiques en présence à l'Assemblée, c'est qu'il serait effectivement inscrit très rapidement à l'ordre du jour la réunion de cette nouvelle CMP pour arriver à la promulgation de ce texte qui fait aujourd'hui consensus. Ça n'a pas forcément été le cas au début, mais on est arrivé par justement du travail transpartisan, par parfois des échanges musclés, parce qu'on s'est retrouvés effectivement, je me souviens d'une réunion sans trahir les secrets avec Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget, où ça a été extrêmement tendu, où l'un et l'autre on a été presque à la rupture et à quitter la table et à dire maintenant on s'arrête. Parce qu'il y avait cette opposition sur la fiscalité et sur quel niveau on arrivait. Donc on est arrivé à ce niveau d'équilibre, de rééquilibrer la fiscalité entre le long et le court durée. Mais je pense aujourd'hui, pour répondre à la question initiale, qu'on peut aller encore plus loin et faire consensus sur ce sujet. Entre-temps, il y a eu le rapport d'Anaï Glemer, donc ma co-rapporteure sur le texte Airbnb, qui a rendu un rapport plus large sur la fiscalité du logement. Et on a eu quand même, alors ce n'était pas des découvertes, même si pour certains, et je regarde du côté de Bercy, ils sont un petit peu tombés de leur chaise alors que ça faisait 2 ans qu'on leur répétait les choses, mais un chiffre important qui n'a pas fait beaucoup d'écho à sa publication, c'est que dans les propriétaires de meublés de tourisme qui sont au régime réel, 70% d'entre eux ne payent pas d'impôts sur les revenus qu'ils font de leur location. Comment on peut assumer, laisser faire ça, quand ceux qui font l'effort, qui prennent le risque de mettre leur logement en location à l'année, ne bénéficient pas de déduction fiscale à la hauteur de leur investissement dans la possibilité de loger les uns et les autres. Donc, je pense qu'on est typiquement en capacité d'aller plus loin que ce qu'on a porté par la PPL, qu'on a réussi à atteindre par la PPL à un alignement, c'est de trouver un avantage fiscal pour ceux justement qui permettent de résoudre une partie de la crise du logement, c'est-à-dire mettre du logement en location longue durée sur l'ensemble des territoires. Donc c'est typiquement un sujet sur lequel on peut aller plus loin. Et avant de rendre la parole, un point extrêmement important du texte qui a été voté et qui a été même amélioré derrière par les sénateurs, et qui n'a pas fait grand bruit non plus, c'est la possibilité pour les élus, parce que moi je suis un profond décentralisateur, pour les élus locaux, de dire qu'à partir de 15% de résidences secondaires sur leur territoire, ils seraient en capacité de mettre dans le PLU que toute nouvelle construction devrait être de la résidence principale. Parce qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Christophe Robert, il faut aussi apporter un cadre, et parfois un cadre strict, et donc de dire la possibilité aux élus locaux de décider ce qu'ils veulent sur leur commune. S'ils veulent un VVF, s'ils veulent du meublé de tourisme, ou s'ils veulent un lotissement avec de la résidence principale. Ce qui va avec la thématique de ces entretiens, territoire en danger, donc territorialiser aussi les réponses à la politique du logement en matière de meublé de tourisme. Alors, il y a un autre sujet sur lequel le président de la République, Emmanuel Macron, a fait son mea culpa, c'est d'ailleurs assez rare pour le noter, donc c'est le logement des jeunes. Le logement des jeunes, le logement étudiant, dans lequel il fait son mea culpa. Il avait, en 2017, annoncé 60 000 logements. Ça a été évoqué par Marianne Offray tout à l'heure pour de 2017 à 2022. Finalement, en 2022, c'était 30 000 logements. Ils se sont dit, on va le pousser à 10 ans. Elisabeth Borne, fin 2023, ajoute 5 000. Donc maintenant, c'est 35 000. 35 000 logements des jeunes. Une question qui est quand même particulièrement prégnante. Aujourd'hui, la France compte 3 millions d'étudiants. Pour 175 000 logements Crous, soit 6% de capacité d'hébergement à peu près. Et puis, on peut ajouter à cela un phénomène un peu préoccupant. En 1985, 24% des titulaires d'un bail dans le parc HLM avaient moins de 30 ans. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 8%. Il y a une étude aussi de la Fondation Abbé Pierre, Tanguy Le Retour, l'a publiée en mai 2024, qui montre que la part des jeunes habitant chez leurs parents augmente de nouveau, a augmenté de 250 000 entre 2013 et 2020.
Bref, je ne vous fais pas tout le discours, vous me voyez venir. Est-ce qu'il y a des travaux dans le cadre du CNH, avec le COJ, qui devraient sortir à mi-novembre? Est-ce que sur ce sujet-là, on peut faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'on peut faire, Lionel Causse? Il faut faire des choses. Oui, et il y a urgence. Vous l'avez dit, les chiffres ne sont pas terribles. Alors avec un petit mélange de tout, et d'ailleurs Marianne a bien expliqué tout à l'heure, c'est vrai que parmi les jeunes, il y a beaucoup de profils différents. Vous avez les étudiants, donc 3 millions, 175 000 résidences Crous, ça c'est vraiment spécifique étudiant. Mais vous avez à côté de ça des jeunes qui rentrent dans le monde du travail, des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Voilà, il y a toute une catégorie de jeunes, dont certains vont aller d'ailleurs sur les résidences FJT Habitat Jeunes, 45 000 logements, sur lesquels il faut rajouter aux 175 000. Vous avez les accès sur la propriété, vous avez voilà, des choses qui se mettent en place. En tout cas, aujourd'hui, globalement, c'est largement insuffisant. Donc il va falloir construire. Construire du logement pour les jeunes, ce n'est pas forcément évident, parce que souvent, il y a l'aspect construction, mais il y a l'aspect aussi social d'accompagnement. Donc il faut que les deux politiques suivent, d'où le fait d'avoir plusieurs ministères, je dirais, en accompagnement, parce que quand on a la CNAF pour tout ce qui est accompagnement sous la FJT, et que derrière, effectivement, vous avez la DIAL qui est là peut-être plus sur l'accompagnement, sur les besoins, avec les universités, avec tous les partenaires que vous pouvez avoir, ça fait une politique, je dirais, globale à mettre en face. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Françaises et Français, et les jeunes encore plus, ont une appétence pour le logement, ce qui est normal parce que c'est un besoin, je dirais, vital. Qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont le plus frappés sur la charge du logement. C'était la première dépense pour les Français et c'est une dépense obligée. On ne peut pas passer à côté. On a tous besoin de pouvoir se loger. Sinon, on a trop de gens déjà qui ont du mal à pouvoir trouver un logement. Donc, c'est une dépense obligée et qu'il faut qu'on rende beaucoup plus accessible. Donc ça nécessite de sortir des logements beaucoup plus, mais aussi des logements à un prix, je dirais, acceptable. Donc ça peut être du social, ça peut être la résidence sociale, ça peut être d'autres solutions. On travaille beaucoup, moi je travaille avec des maires de ma circonscription du littoral sur tout ce qui concerne aussi les saisonniers. Beaucoup de jeunes chez les saisonniers, on a tous les employeurs qui ont du mal à trouver. On sait très bien aujourd'hui que la solution pour pouvoir répondre aux besoins particulier des jeunes saisonniers, il faut qu'on sorte à moins de 500 € par mois. Et même 500 €, c'est trop. C'est même trop. L'idéal serait 300, 350 €. Donc quel est le modèle qui nous permet, sur des investissements lourds qui sont portés toute l'année, de pouvoir sortir un loyer à ce prix-là? C'est pas forcément évident. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se logent essentiellement dans le parc privé. Ah ben oui. Et quand on parle des logements étudiants, on sait que les universités sont souvent aussi là où sont les zones tendues. Donc ça participe de la hausse de l'inflation sur les petites surfaces dont on parle souvent dans les grandes villes, etc. Comment on fait ? Vous avez des propositions en travail au CNH là-dessus ? Moi, j'attends le rapport du CNH. J'avais demandé justement au CNH de travailler sur le sujet-là quand je le présidais. Je ne le préside plus aujourd'hui. On verra en septembre qui présidera le CNH. Mais je ne doute pas que les travaux vont se poursuivre et que des propositions seront faites. Comme j'ai dit, je crois que on ne pourra pas passer à côté le fait de construire quelque chose d'accessible, c'est-à-dire un prix correct. À côté de ça, il faudra aussi qu'on construise du privé, bien entendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de tout. Donc, il faudra aussi des investisseurs privés pour pouvoir équilibrer la globalité des opérations. Mais il y a un enjeu certainement d'aménagement du territoire à voir, parce que quand je disais que nous avons peut-être certains territoires des besoins de résidence pour les saisonniers l'été, on peut peut-être accueillir l'hiver des étudiants. On peut peut-être trouver des modèles différents. On avait mis un des points dont on ne parle pas suffisamment, peut-être dans la loi Elan, la possibilité chez les bailleurs sociaux de se louer des chambres. Sur le Pays Basque, quand j'avais rencontré le Crous il y a un an, il y avait 600 chambres disponibles. 600 étudiants qui auraient pu trouver éventuellement une chambre dans le parc social pour 150 € par mois en colocation ou sous-location. Je ne sais pas quel est le nom exact de ce modèle-là. Le Crous de Bayonne devait démarrer avec une trentaine de propositions. Je ne sais pas où ils en sont. Il faudra faire un point d'ailleurs, il y a un an. Mais je pense que c'est un modèle aussi. Il y a des petites astuces, des solutions comme ça qui permettent d'optimiser à un prix permettant justement de répondre. Et il faudra peut-être, si ça marche dans le parc social, qu'on arrive à trouver la même solution, le même modèle dans le parc privé. Iñaki Echaniz,
2 minutes, on est un peu pris par le temps. Ça marche. Je vais essayer de faire synthétique, mais effectivement, c'est un sujet extrêmement important. Et vu mon âge, je ne peux pas passer outre la question de la jeunesse, et je dirais même des jeunesses. Ça a été dit sur la table ronde d'avant. Il y a des jeunesses et des problématiques plurielles au sein de cette tranche d'âge. On est en période de rentrée scolaire, donc on peut avoir un focus sur les étudiants. Lionel disait tout à l'heure qu'on est régulièrement sollicité pour le logement, en règle générale, trouver des logements, mais encore plus en cette période. En plus des problématiques liées à Parcoursup d'installation à l'autre bout de la France, on a aussi cette problématique de logement des étudiants. On a, la question a été posée tout à l'heure sur le nombre d'étudiants qui renoncent. On a effectivement du mal à quantifier ceux qui renoncent avant même de s'être lancé et d'avoir fait les démarches pour s'inscrire dans telle ou telle université. Mais une fois ce processus lancé, on est à peu près à minima, et c'était en 2022, donc je pense que le chiffre a largement augmenté, à 12% d'étudiants qui aient renoncé après la rentrée à poursuivre leurs études parce qu'ils n'étaient pas logés. Et ça, aujourd'hui, en 2024, dans notre pays, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inentendable de voir des logements vacants, de voir des situations de meublé tourisme, j'y reviens sans en faire un marronnier, d'étudiants qui renoncent à leur étude, à leur émancipation, à leur capacité justement de pouvoir après derrière trouver un emploi qui n'est pas précaire pour pouvoir se loger dignement. C'est là que commence peut-être le début de la crise du logement. Donc il y a effectivement une nécessité d'avancer fort, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure par le président de la Fédération du bâtiment, M. Labourdette, c'est qu'il faut sortir de cette logique comptable et bien entendre que face à ceux qui nous disent que l'argent coûte, c'est le mal logement aujourd'hui qui coûte de l'argent. C'est cette situation où on laisse des étudiants, où on laisse des travailleurs précaires à la rue. C'est ça qui coûte de l'argent. Donc effectivement, il faut investir fort. Vous avez dit 6% d'étudiants qui sont au logement Crous. On était entre 35 et 40% dans les années 70. Qu'est-ce qu'on a fait en 40 ans pour que les étudiants n'aient plus accès à un logement décent dirigé par, enfin, en tout cas financé par l'offre publique. Et effectivement, le privé doit venir en complément. Je suis aussi favorable sur le partenariat public-privé sur ces enjeux. Et puis pour sortir effectivement du sujet juste étudiant, et ça a été dit aussi tout à l'heure, il y a un enjeu démographique. On a un président qui nous a parlé de réarmement démographique. Je parle encore de mon point de vue de jeune élu. Effectivement, ma génération, dans mon entourage, on se pose la question de faire des enfants. Parce que où est-ce qu'on les met si on est en capacité de louer un T1 ou un T2 ? Est-ce qu'on va faire des enfants si on sait qu'on va devoir partager jusqu'à leurs 5 ou 6 ans la chambre parentale avec l'enfant ? C'est effectivement impossible. Et c'est à la fois sur ce territoire, mais aussi en région parisienne ou sur l'ensemble des territoires de ce pays. Donc il y a une vraie urgence globale, mais effectivement sur le logement. Et puis, c'est à la fois une initiative positive qui vient du privé, mais qui doit nous interroger. J'ai eu l'occasion l'année dernière de visiter sur la côte une initiative de la part d'une école privée qui avait fait un conventionnement avec un camping. On en est là, à devoir loger les étudiants dans des mobil-homes du mois de septembre au mois d'avril, parce qu'en juin, il y a la saison qui commence. Ça doit effectivement nous interroger encore plus que le reste. Et merci. Peut-être il nous reste 1 seconde pour un petit mot de conclusion. On a, alors, dans un contexte aussi, on le rappelle quand même, de budget, hein, les lettres de plafond qui ont été envoyées, etc. Peut-être, si vous avez un mot là-dessus. Mais en tout cas, un mot de conclusion, tandis qu'on est en train de perdre le décor. Alors, rassurez Iñaki, parce que le rare moment est en train de se faire pour être 2 fois grand-père et avoir des enfants de son âge. Je peux vous dire que c'est toujours en marche, ça fonctionne toujours, même si effectivement les enjeux de logement sont importants. Non, mais plus sérieusement, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au congrès des OPH. Marcel est là. En conclusion, j'espère qu'un jour, quand quelqu'un viendra me voir et me demander un logement, je n'aurai plus qu'à lui répondre, traverse la route et il y en a en face. Merci. Iñaki, merci à tous les deux. Ah pardon. Non, mais moi j'espère pouvoir être à cette table l'année prochaine et vous dire qu'on a enfin voté une grande loi logement. Et si tel n'est pas le cas, on va continuer. En tout cas, je m'y engage et je pense que Lionel aussi, si le futur gouvernement n'arrive pas à sortir cette grande loi, à porter des textes, à porter des petits textes, comme on a parlé de la RLS. Je suis persuadé qu'on peut arriver à un consensus pour mettre fin à cette aberration, alors avec des conditions à discuter, mais justement à discuter aussi avec les bailleurs sociaux. Je pense aussi à la Fédération française du bâtiment
et aux TPE-PME, c'était un texte qui était dans les tuyaux, celui d'encadrer la sous-traitance et de permettre de valoriser les TPE et les PME locales qui en ont bien besoin et qui sont des acteurs essentiels de la construction. Il y a le sujet de la fiscalité aussi, et je ne voudrais pas quitter cette table parce que je sais, Jean-Luc, que c'est un sujet qui te tient cher, qui ne fait pas encore consensus, y compris dans cette salle, c'est la garantie universelle des loyers. Parce que plutôt de parler des expulsions locatives, de parler comment on va sanctionner, faisons de la prévention et permettons à la fois de sécuriser les locataires et de rassurer les propriétaires. Il y a une discussion à avoir sur le financement de cette garantie universelle des loyers, mais je pense que l'heure est arrivée de la mettre en place. Un sujet pour Action Logement. Merci beaucoup, merci. Alors, merci.